aujourd'hui, donc c'est un webinaire sur la question, le sujet de l'acceptabilité des parcs photovoltaïques. Donc c'est une présentation que j'ai l'habitude de faire en deux temps. Alors il y a un premier temps qui est le temps principal, on va dire, hein, qui est celui donc d'une présentation du sujet, avec on va aborder les enjeux de ce qu'est l'acceptabilité sociale, donc spécifique aussi au photovoltaïque, une approche et des outils pour agir vite et efficacement. Vous pouvez poser des questions en direct, surtout n'hésitez pas. Et dans un deuxième temps, pour ceux ou celles qui ont été, qui pensent que ce que l'on a évoqué ensemble peut vous aider, il y a possibilité donc qu'on se prenne un peu plus de temps, hein, parce que chaque projet, chaque situation est spécifique. Et vous avez à votre disposition des outils, notamment un bouton en haut qui permet donc de prendre rendez-vous, hein. C'est un bouton rouge, cliquez ici, prendre rendez-vous, cliquez ici. Et donc quand vous cliquez, vous allez sur le site le campus et vous avez un nouveau bouton prendre rendez-vous. Donc vous prenez rendez-vous, vous avez un calendrier et ça vous permet donc de choisir une période pendant laquelle nous pourrons échanger pendant une demi-heure, hein, sur traiter spécifiquement votre projet, votre situation, puisque aujourd'hui, enfin ce matin en tous les cas, je vais rester sur une approche transversale concernant le photovoltaïque, mais bien évidemment, je ne rentrerai pas forcément dans des questions très spécifiques. En revanche, n'hésitez pas à me poser des questions peut-être plus générales. Donc, et dans le cadre de ce rendez-vous téléphonique, ensuite, donc on prend en compte votre projet et on regarde si on peut déjà identifier des actions à faire très rapides, hein, qui peuvent vous apporter de l'efficacité, un peu de soutien ou du soulagement si vous en avez besoin. Donc ce webinaire, pourquoi ce webinaire? Alors, j'ai regardé où on en était dans cette réflexion du développement des projets photovoltaïques. Donc il y a un rapport France Territoire Solaire qui est sorti en début d'année, qui fait le constat que le développement d'un projet de centrale solaire au sol en France, la durée moyenne est estimée à 4 ans, et en Allemagne, ça serait un peu plus d'un an. Donc il y a un différentiel qui, bien évidemment, a des conséquences sur les investissements, hein, puisque le temps passé, ben, c'est du temps où, entre guillemets, il faut débloquer de l'argent et il n'y a pas d'exploitation. Donc c'est un vrai enjeu que de réduire les durées et les risques de développement pour tendre vers les objectifs de la transition énergétique qui, en 2030, rappelons-le, en ordre de grandeur, hein, c'est 7% du PV qui devrait contribuer au mix électrique français. Donc dans ce rapport, il y a des propositions en nombre de 7 qui ont été faites pour définir ce qui est appelé un cadre adapté, et notamment pour la phase d'instruction. Donc c'est 7 points que je vous ai listés. Alors bien évidemment, on ne va pas les passer en revue. Vous les avez à l'écran. Je mettrai l'attention, j'attirerai votre attention uniquement sur le point 7, où il y a une identification donc d'une nécessité d'améliorer la qualité des informations. Et j'aime bien, puisqu'en parenthèse, ils mettent ne pas accroître la quantité, donc c'est bien une question de qualité. Alors, il y a un propos suivant qui est celui-ci, donc afin de maintenir l'excellente acceptabilité sociale des centrales solaires, ça on reviendra un petit peu plus loin sur cette question, et de favoriser encore davantage les conditions d'une bonne intégration locale des projets. Donc voilà, je pense que cette phrase est assez importante et riche à analyser. Je remonte au point 3 aussi, hein, puisqu'on parle de mettre un terme aux incertitudes, et notamment sur la phase d'enquête publique. Euh, Mon expérience montre qu'une bonne préparation de dialogue ou de prise en charge de la question d'acceptabilité ou d'appropriation locale, c'est une façon assez significative de réduire
ces incertitudes, notamment liées à l'enquête à l'enquête publique. Alors pourquoi ce webinaire? Ben, je continue, mais je pense que vous êtes bien informés, vous également, du fait qu'on voit de plus en plus fréquemment dans la presse des projets de centrales photovoltaïques qui font polémique ou qui sont contestés. Bon, j'ai enlevé les noms, mais je pense qu'en fonction de la presse, vous pouvez peut-être identifier les projets, mais peu importe. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose là, qui est en train de monter en puissance en termes de fréquence de contestation, je vais le dire, comme ça, et pas uniquement forcément sur les grands projets qu'on voit arriver, hein. Il y a des projets intermédiaires quelques dizaines d'hectares qui commencent à être aussi contestés. Donc on l'a vu, ça a été l'objet du rapport, contestation, ça va ajouter du temps supplémentaire au développement, donc des risques supplémentaires et donc des risques de perdre les investissements qui ont été prévus dès le départ ou de créer des surcoûts. Alors, une des incompréhensions, il y a quelques incompréhensions au pluriel, mais une des incompréhensions que je rencontre quand je discute avec les développeurs d'énergie renouvelable, et notamment de photovoltaïque, c'est qu'il y a un quiproquo sur le fait que, bien évidemment, il y a une inscription dans la transition énergétique, transition écologique, donc on est a priori très très proche de l'environnement, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément une relation directe entre servir l'environnement et acceptabilité ou acceptation locale d'un d'un projet. Bon, là j'ai cité un exemple, hein, je suis pour l'écologie, mais je suis contre le fait de déforester toujours plus et d'autant plus au nom de l'écologie. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose, un discours que vous entendez de plus en plus fréquemment. Donc on est bien sur des a priori qu'il faut peut-être mettre de côté, hein. C'est pas parce qu'on travaille dans la transition énergétique qu'on va être accueilli à bras ouverts, notamment localement. Alors, justement, je reprends les termes qui ont été cités dans ce rapport, hein. Donc, on parle d'excellente acceptabilité. Moi, je me permets de mettre un point d'interrogation. Pourquoi je me permets de mettre un point d'interrogation? Parce que bien évidemment, quand on regarde les sondages d'opinion, quand vous parlez, vous posez la question aux gens, est-ce qu'ils sont pour les énergies renouvelables? Ben, on est dans le mainstream hein, maintenant, c'est-à-dire bah, tant mieux, on ne va pas s'en plaindre, mais la société a pris acte du fait qu'il fallait faire quelque chose pour l'environnement, mais en revanche, quand on passe sur des actions plus concrètes, on s'aperçoit que c'est pas toujours sans problème et sans heurts, hein. Je rappelle simplement que ce qui a déclenché les gilets jaunes, c'était quand même les taxes sur les carburants, donc pour limiter les émissions de carbone. Donc on a deux phénomènes qui interviennent, hein, c'est une sorte d'effet ciseau ou d'une synergie. D'un côté, on a les inquiétudes du voisinage, hein, le fameux phénomène pas dans mon arrière-cour, pas dans mon jardin, Nimbai, où là on est vraiment dans la problématique de l'acceptation et de l'appropriation locale. Et puis on voit émerger de plus en plus des oppositions de principe à la filière. Et là on est bien sur l'acceptabilité en tant que telle. Alors j'ai mis les petites images. L'éolien, on le sait, il y a pas que des inquiétudes de voisinage, il y a aussi des prises de position contre la filière en tant que telle, de plus en plus fortes. La méthanisation a rejoint cette famille des énergies renouvelables contestées depuis quelques années, hein, pas aussi longtemps que l'éolien, mais depuis quelques années. Donc il y a une opposition contre la filière en elle-même. Donc il y a un rapport du Sénat là, qui vient juste de sortir hier ou avant-hier, qui essaye de faire un peu la part des choses. Et on s'aperçoit que pour le photovoltaïque, pardon, on commence à voir émerger des oppositions au principe. Alors c'est plutôt pour l'instant les grandes surfaces, hein, les grands parcs comme celui qu'il y avait
été proposé dans le Larzac et qui d'ailleurs n'a pas vu le jour. Donc la question, c'est acceptabilité ou acceptation. Je le répète, l'acceptabilité, c'est plus la société en tant que telle, et l'acceptation, c'est plus du local, mais on s'aperçoit là qu'il y a des synergies qui sont pas forcément positives pour les projets. Donc, c'est pas forcément quelque chose à négliger. Je me permets juste de faire un petit détour sur l'acceptabilité sociale, c'est quoi? Je prends l'exemple du Canada, notamment du Québec, hein, qui l'a inscrit comme une obligation à être atteinte dans le cadre des grands projets d'infrastructure ou de transport d'énergie ou de fabrication d'énergie d'ailleurs. Et c'est inscrit sur le site du ministère de l'Environnement, hein. Là, j'ai fait un extrait, hein, vous pourrez aller voir si vous voulez. Donc l'acceptabilité sociale est le résultat d'un jugement collectif qui peut être positif ou négatif. Ça, c'est important. Il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. N'est jamais figé dans le temps, ça c'est très très important, parce que ça veut dire que si c'est pas figé, ça veut dire qu'on peut agir et on peut accompagner cette évolution et qui concerne toutes les échelles de territoire. Bon, on le voit bien avec les énergies renouvelables qui sont plébiscitées à l'échelle nationale l'appropriation locale qui d'un seul coup quelque chose un petit peu plus compliqué. Alors par rapport à ça, nous avons identifié le fait qu'il fallait bien comprendre ce qu'était l'acceptabilité pour avoir quelque chose d'opérationnel et favoriser l'acceptation locale. Donc nous nous sommes permis de mettre en place un concept de l'acceptabilité sociale. Donc on a travaillé pas mal en R&D, notamment avec des laboratoires de sociologie du CNRS et de l'Université de Toulouse, pour faire le constat que cette acceptabilité, c'était une résultante d'interaction entre un projet, un territoire, avec ses sensibilités, et des parties prenantes à travers leur perception. J'attire juste votre attention sur le fait que le projet, vous voyez, on utilise l'image de l'iceberg, on a bien identifié le fait qu'il y a trois grandes dimensions dans un projet. Il y a le côté technico-économique réglementaire, c'est la partie immergée de l'iceberg, ce sur quoi on travaille 99% du temps parce que s'il n'y a pas de contenu technique, économique, réglementaire, il n'y a pas de projet. Mais en tous les cas, en termes d'acceptabilité, ça ne représente qu'un tiers de ce qui va faire que le projet va être accepté ou pas, et que les deux autres tiers sont les relations avec le territoire et ce qu'on peut appeler le portage. Donc dans le portage, c'est pas le portage juridique, hein, c'est le portage assise territoriale, voire gouvernance, donc des éléments qui sont maintenant peut-être de plus en plus regardés, mais qui sont regardés comme une sorte de support au reste et pas forcément quelque chose qui fait partie intrinsèquement du projet. Donc déjà, dans la façon de concevoir son projet, il y a déjà beaucoup de marge de progression en termes d'acceptabilité. Donc, en ce qui concerne le photovoltaïque, en fin de compte, ce qui intéresse les développeurs, peu importe, on va dire, s'il y a une acceptabilité sociale importante ou pas, là, ce qui va les intéresser, ce qui va vous intéresser, si vous êtes développeur, c'est vraiment de dire comment mon projet va être accepté ou localement, ou quelle appropriation locale on va avoir. Donc, en spécificité du photovoltaïque, on s'aperçoit qu'il y a une grande question, un grand sujet de la biodiversité, et que pas très loin, on a l'occupation du foncier. Donc, avec les fameux doctrines éviter, réduire, compenser, hein, qui est inscrite dans la loi, qui est appliquée plus ou moins sévèrement par les services instructeurs locaux, et la question de l'agriculture, parce qu'on voit de plus en plus de parcs photovoltaïques qui vont aller sur les surfaces agricoles, soit dans le cadre enfin non, pas dans le cadre de la CRE, mais plutôt dans des accords bilatéraux de revente d'énergie avec soit de l'agri-photovoltaïsme, soit de l'installation sur des surfaces à faible valeur agricole. Et on voit bien que dans ces conditions, certes, ça peut être relayé par les acteurs locaux, mais on est
sur quelque chose qui va occuper une échelle territoriale que j'appelle intermédiaire entre le national et le très très local de la commune. On est bien sur quelque chose qui va parler soit au département, soit au minimum aux échelles des intercommunalités. Et la question va être posée de savoir, mais oui, comment notre territoire va être occupé par ces surfaces vis-à-vis de la biodiversité, vis-à-vis de l'occupation du foncier. Donc on est bien là sur quelque chose de très spécifique au photovoltaïque, et plus vous allez dans les zones où le soleil est présent, plus cette question est en train de monter en puissance, hein. J'interviens actuellement sur un projet dans le Var, et on voit bien que cette préoccupation, elle n'est pas uniquement de la commune, mais elle est bien de l'intercommunalité, des parcs naturels qui ont une surface souvent intercommunale, enfin plus qu'intercommunale, des plusieurs intercommunalités, et puis des préfets de département qui commencent à être obligés de faire de la médiation entre plusieurs projets. Une autre question qui vous est souvent posée, hein, c'est l'origine des recyclages des panneaux et puis le paysage. Voilà. Donc, bon, ça, c'est des questions spécifiques, mais ce sont des questions qui, je le répète, hein, si on revient à l'image de l'iceberg, vont être dans la partie immergée de l'iceberg. Donc, OK, il faut y répondre, bien évidemment, il faut faire attention, mais n'oublions pas que vos réponses ne feront sens que si vous avez stabilisé l'iceberg et que vous avez mis du poids dessous, hein, sur la partie relation et sur la partie portage du projet. Donc l'acceptation d'un projet photovoltaïque se joue à deux échelles, celle du territoire, celle de la parcelle, donc ça veut dire on est plutôt à l'échelle de la commune, et comment faire, hein, parce qu'une fois qu'on a fait le constat, c'est comment on s'y prend pour faire en sorte que les choses se passent bien, et ce, le plus vite possible, hein, puisque on a bien vu que les temps de développement, les durées de développement s'allongent, et que c'est bon pour personne, c'est pas bon pour l'économie du projet, c'est pas bon non plus pour les territoires, parce que plus ça traîne, entre guillemets, moins c'est favorable. Donc, comment faire? Ben, une approche relativement classique est d'analyser le contexte, mais avec une analyse innovante, enfin une analyse de contexte innovante que je vais vous proposer, et puis des ajustements de projet, si nécessaire, bien évidemment, puisque si c'est pas nécessaire, c'est pas la peine de refaire tout le travail d'étude de faisabilité, de préfaisabilité, de faisabilité qui a été réalisé, puisque là déjà il y a des coûts qui sont injectés dans le projet. Alors excusez-moi pour l'image que je m'aperçois qui est un peu floue, mais enfin je vous présente mes excuses plus exactement. Alors l'analyse de contexte, on va la faire différemment, puisqu'on s'est aperçu que ce qui se fait classiquement, c'est l'analyse, la cartographie des parties prenantes classique qu'on peut faire, hein, c'est pas non plus contradictoire, mais on s'est aperçu qu'il était important de faire une analyse semi-quantitative assez rapide et de regarder les différents ingrédients de l'acceptabilité. Rappelons-nous, il y a le projet qui joue un rôle, il y a le territoire, son indice de sensibilité, il y a les enjeux du territoire, les perceptions, et donc nous avons mis en place des algorithmes qu'on alimente soit par des interviews avec le porteur de projet, soit par des analyses à travers le web d'informations existantes, soit, si le porteur de projet est d'accord, de faire des enquêtes pour les perceptions. Et là, très très rapidement, on peut identifier quels sont les risques de contestation pour un projet. Alors, on a des gommettes, certes, donc c'est simpliste, hein, vert, jaune, rouge, mais derrière, il y a des éléments quantitatifs qui nous permettent à la fois d'identifier un niveau de risque, mais en même temps d'identifier des leviers d'amélioration d'un projet en termes d'acceptabilité et en termes d'acceptation locale. Donc, on propose la mise en place d'un tableau de bord qu'on pilote nous-mêmes, qu'on peut réaliser nous-mêmes, que vous pouvez piloter vous-même. Donc, tout est possible, mais l'essentiel, c'est d'aller vite et d'être efficace. À partir de ce diagnostic, on est en capacité de faire définir une stratégie d'acceptabilité ou pour favoriser l'acceptation. Donc, à gauche, vous avez le résultat, donc gommette, mais derrière, bien évidemment, on a des métriques
on a des informations qui vont étayer pourquoi on est vert, pourquoi on est orange, pourquoi on est rouge. En fonction du vert, jaune, rouge à gauche, on est capable de dire si il faut aller vers le dialogue, bah, d'aller vers quel type de dialogue il faut mettre en place. Est-ce qu'une simple information serait suffisante? Est-ce qu'il faut de la consultation, de la concertation, de la co-construction, avec une flèche qui augmente parce que ça veut dire l'implication du développeur est de plus en plus forte, donc du temps passé, des coûts. Et on s'est aperçu qu'à travers ce qu'on peut appeler l'ajustement sociétal d'un projet, et je vais en parler après, on est capable de faire remonter le projet en termes de niveau d'implication dans le dialogue. C'est-à-dire, soit on va faire l'ajustement par le dialogue, soit on peut préparer et peut-être diminuer l'engagement qu'il faut avoir dans le dialogue. Mais bien évidemment, ça demande du temps et de l'engagement. Mais en tous les cas, l'idée, c'est de travailler vite pour justement être en capacité de réduire le temps nécessaire à l'ajustement du projet. Donc, si ajustement est nécessaire, hein, bien évidemment, si après le diagnostic, tout est en vert, ben, il n'y a pas besoin d'ajuster le projet, tout va bien et vous continuez votre projet comme vous l'avez enclenché. Donc, l'avantage d'avoir des méthodes que l'on essaye d'être sous forme de processus, hein, puisqu'on s'est aperçu que là, on rentrait dans un monde où vous parlez à des investisseurs, vous êtes plutôt de formation ingénieur, donc il s'agit d'avoir des éléments les plus factuels à montrer aux investisseurs pour leur dire pourquoi vous allez agir de telle ou telle façon, à montrer aux communes avec lesquelles vous dialoguez pour dire pourquoi vous allez agir de telle ou telle façon, et à montrer au public si nécessaire pour dire pourquoi vous allez agir ou pourquoi vous avez agi de telle ou telle façon. Donc avant le dialogue, on est en capacité de simuler des variantes d'un projet, d'intégrer le point de vue du développeur, parce que ça c'est toujours important, d'y intégrer, alors j'ai marqué copil, mais on peut y intégrer le point de vue des communes, là c'est un cas particulier, et on peut y intégrer le point de vue des habitants. Et ça peut être avant le dialogue, ouvert au public. Donc déjà, vous pouvez, dans vos études de préfaisabilité ou de faisabilité, avoir déjà un bon regard de ce que vous pouvez faire pour ajuster le projet au territoire. Si il faut aller vers le dialogue, donc si vous avez ajusté le projet, mais on s'aperçoit qu'il y a encore des frictions, qu'il peut y avoir des frictions, qu'il faut passer à la phase dialogue construit, on peut, cette fois-ci, utiliser les process qu'on a développés pour piloter un dialogue avec le territoire. Donc là, c'est un cas de figure où une commune a mis en place un comité de pilotage qu'on a alimenté avec des enquêtes téléphoniques, qu'on a alimenté avec ce qu'on appelle des permanences. Donc c'est vraiment de l'information qui est donnée, de l'échange, mais sous forme de présentation sur une journée de panneaux et pas de réunion publique, des enquêtes en porte-à-porte, et avec toute cette matière, dans un processus bien défini qui permet d'avoir un ajustement du projet. Donc là, je vous ai imagé, hein, donc vous voyez qu'à gauche, on avait un projet qui prenait en compte les taches rouges et jaunes. Oui, c'est ça, jaune et rouge, ce sont des enjeux de biodiversité. Et au fur et à mesure, le développeur a été amené à pratiquer un corridor de connectivité écologique, hein, connexion écologique, pour à la fois répondre aux attentes environnementalistes, à l'attente des, des riverains, à l'attente des services de l'État. Et là, à la fin de ce processus, on va pouvoir mettre en place une réunion publique qui va permettre de retracer tout ce qui a été fait en termes d'ajustement et de justifier pourquoi on arrive à cette configuration. Donc du process pour vous permettre d'aller le plus vite possible et d'éviter les risques et d'éviter de contestations qui, là, pour le coup, vont ralentir fortement le projet et vont se retrouver, si ça n'est pas traité, vont se retrouver obligatoirement à l'enquête publique, voire amplifiés à l'enquête publique. Donc dérisquer en amont, c'est diminuer les incertitudes qui étaient évoquées
notamment celles liées à l'enquête publique. Alors, pour synthétiser un peu mon propos, puis après je répondrai à vos questions. Avoir une démarche d'acceptabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors déjà, à quoi ça sert? Ben, déjà, ça va réduire les délais de développement du projet, ça va sécuriser le projet, parce que on n'est pas à l'abri de projets qui ne voient pas le jour, parce que des contestations trop fortes se mettent en place. Hein. Ça a déjà eu lieu et sera aussi, à mon avis, ça sera de plus en plus fréquent. Pour ça, ben, il faut préserver ou renforcer, augmenter son ancrage local et sa crédibilité. Donc, ce que nous, on a mis en place comme outil, ça vise à renforcer la partie immergée de l'iceberg hein, pour solidifier votre projet. Ça diminue les surcoûts et il y a vraiment quelque chose que j'observe quasiment à chaque projet maintenant, c'est qu'il y a vraiment un enjeu très 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 fort pour tout projet, pas que des énergies renouvelables, pas que photovoltaïque, mais pour tout projet, c'est d'aider les alliés à vous aider. Quoi. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de maires qui sont très très frileux à venir soutenir publiquement un projet, et ça depuis les dernières élections, c'est criant. Je ne sais pas quel est le processus. Je vois arriver des questions dont je répondrai dans 30 secondes, mais vraiment je me suis aperçu que les gens qui veulent vous aider n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils aient les moyens de vous aider. Et les, leur donner les moyens de vous aider, eh ben, c'est de mettre à disposition des informations objectives, c'est de mettre en place un processus dans lequel vous pouvez démontrer que vous avez écouté, entendu et pris en compte les enjeux du territoire, que vous êtes prêt à ouvrir un dialogue sincère. Donc un dialogue sincère, c'est quelque chose dans lequel tout peut être débattu et vous vous engagez à dire, bon, on va tout regarder, on prendra la décision, nous, à la fin, de quelle solution on va retenir, mais c'est une solution qui va sortir du débat. Donc tous ces éléments font que les maires se sentent beaucoup plus à l'aise dans un processus de dialogue, d'écoute, que dans un soutien simple d'un projet. Et quand je dis les maires, ça peut être les intercos, ça peut être des associations environnementales, ça peut être le préfet, les services de l'État. Et ça, je le vérifie quasiment à chaque projet. En fait, il faut créer une dynamique positive autour de votre projet. Il faut éviter de plus en plus de demander un soutien simple, direct et indéfectible de votre projet. Il faut plutôt demander un soutien à une démarche d'acceptabilité sur le territoire. Et je m'aperçois que vraiment c'est très efficace et que ça marche de plus en plus. Et le résultat est souvent beaucoup plus intéressant pour le développeur de projet parce que quand on pratique comme ça, on s'aperçoit qu'il y a des solutions que vous n'osiez même pas espérer qui arrivent parce qu'elles sont proposées par ceux qui sont prêts à vous aider. Mais ils ont la possibilité de le faire. Voilà. Donc ce dernier point, en fin de compte, devient quelque chose de plus en plus fort dans tous les projets, y compris pour les fameux services instructeurs hein, qui, je sais, vous jouent des tours de plus en plus, mais il faut créer une dynamique positive au sein des services instructeurs, parce qu'il n'y a pas une seule personne, autour des services instructeurs, donc avec les services instructeurs, pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui se crée et que si il y a un procès de mauvaise foi qui est fait, parce que malgré tout, on est quand même souvent dans de l'immatériel, mais c'est pas le développeur qui soit accusé de mauvaise foi, mais c'est d'autres acteurs du territoire. Alors, bon, voilà à peu près les teneurs de ce que je voulais vous dire. Je vois une première question. Donc, l'acceptabilité sociale inclut-elle aussi l'implantation des industries qui produisent des panneaux? En fin de compte, la question, elle s'adresse à toute activité. Hein. Je suis obligé de faire des approches spécifiques, donc sectorielles, voire après, même au sein d'un secteur d'activité, des choses même plus précises, par exemple comme le photovoltaïque. Mais c'est quelque chose qui s'adresse à tous les projets, que ce soit des projets d'implantation,
que ça soit des changements on l'a vu avec les vaccins, hein, on a bien vu que les vaccins, c'était une question d'acceptabilité, c'est devenu une question d'acceptation, ça aurait pu être traité exactement de la même façon. C'est-à-dire, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans le paysage, que ce soit un paysage à l'échelle d'un territoire ou un paysage de notre vie de tous les jours. Et donc, il va y avoir obligatoirement des questions qui vont se poser et qu'il ne suffit pas de faire de la pédagogie pour que les gens comprennent et acceptent l'arrivée de quelque chose de nouveau dans leur vie. Puis nous tous, hein, ici autour de cette table, nous sommes aussi dans cette dynamique. Pour certaines choses, nous allons nous retrouver dans le camp des opposants. Donc, on est toujours perturbé par quelque chose de nouveau qui arrive. Et celui apporte quelque chose de nouveau, ben, c'est à sa charge maintenant de faire en sorte que sa nouveauté soit bien adaptée au public ciblé et pas en étant persuadé que ce que je fais c'est super, c'est bien, donc ça va plaire à tout le monde. Ça marche plus, ça marche plus comme ça. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, suggestions. Vous pouvez même écrire pour les autres personnes, je relayerai ce qui est écrit, hein, je vois que quelqu'un écrit quelque chose, on va attendre que ça apparaisse à l'écran. Dans votre, dans votre expérience, l'implication des habitants dans le financement et la gouvernance du projet a-t-il facilité la mise en place de l'installation? Alors, euh, j'hésite à répondre parce que si je dis oui, ça peut être interprété, donc bah, il suffit de faire du financement participatif et tout va bien. Je pense que c'est vraiment un tout, hein, c'est vraiment un tout qu'il faut travailler. Et pour chaque projet, on va s'apercevoir qu'il y a des ingrédients qui vont être adaptés au contexte. Et c'est peut-être pas forcément, voilà, c'est peut-être pas forcément une recette qui peut être appliquée à tous les projets. Je dirais plutôt, regardons projet par projet ce qui va être adéquat, compris ou demandé par un territoire. Et oui, c'est cet ingrédient-là qu'il faudra mettre dans le projet. Je dis ça pour le financement participatif, hein, parce que je sais que c'est de plus en plus utilisé, mais je sais aussi que dans certains de nos projets, il n'y a pas d'attente sur le financement participatif et que c'est pas forcément quelque chose qui va favoriser l'émergence d'un projet. Même au contraire, ça risque de créer des tensions dans le village. Il y a ceux qui seront dedans et puis il y a ceux qui seront dehors. Donc c'est à adapter en fonction de la situation. Et la gouvernance, alors la gouvernance, oui, ça c'est un terme générique qui est plus large, dans lequel on peut vraiment décliner très localement. Donc oui, sur des approches plus larges et qu'on va adapter à la situation, oui, tout à fait. Donc c'est exactement ça, hein, c'est l'iceberg. Rappelons-nous, il y a le côté euh, technique, économique, réglementaire du projet qui va être attaqué souvent parce que les gens ils vont avoir du mal à aller attaquer un projet en disant le porteur de projet il ne me plaît pas parce que même si c'est vrai ils vont pas le dire donc ils vont l'attaquer sur des fragilités qu'il peut y avoir sur le côté technique, économique, réglementaire et les fragilités on les connaît hein. C'est la biodiversité ben là on ouvre la boîte de Pandore et le paysage alors là c'est encore plus hein. Mais peut-être que la motivation principale c'est pas forcément que le paysage c'est pas forcément que la biodiversité la motivation principale, c'est peut-être ben, dans la façon dont le projet est arrivé sur le territoire, j'ai pas apprécié parce que si, parce que ça. Et nous, là-dedans, quelle est notre voix, comment on peut participer. Donc oui, gouvernance est un vrai projet, un vrai sujet sur l'acceptabilité, l'acceptation locale des projets. Et le financement, ça peut être une dérivée de la gouvernance, mais c'est pas forcément quelque chose, c'est pas la baguette magique, quoi.
Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, pas que des questions, hein, ça peut être des commentaires aussi, des suggestions. Ce que- ma position, bien évidemment, est toujours peut être discutée, hein, comme ce que je dis toujours, hein, quand je demande à mes clients d'être très ouverts quand ils abordent un projet de territoire, quel qu'il soit d'ailleurs, le projet et le territoire aussi. Mais je dis aussi que notre démarche à nous, il faut aussi qu'on soit ouvert, parce qu'on ne peut pas apporter de la rigidité dans une approche d'acceptabilité et en demandant au client d'être lui très, très ouvert sur sa démarche. Donc toute démarche d'acceptabilité ou plus généralement d'accompagnement de projet en termes de communication concertation doit être aussi en capacité de s'adapter à la situation. Et la situation, je le rappelle, hein, c'est le triptyque projet, territoire, partie prenante. Est-ce que quelqu'un a encore une suggestion, une question? N'hésitez pas, autrement on va libérer la salle. Bon, bah, écoutez, je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Alors, merci aux personnes qui recherchaient de l'information, hein, donc n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire sur adresse électronique et je répondrai. N'oubliez pas, pour ceux qui ont des problématiques urgentes ou pas urgentes d'ailleurs, hein, mais qui ont des questions spécifiques à leur projet, vous pouvez prendre rendez-vous avec le petit bouton en haut et on passera une demi-heure pour décortiquer votre projet et puis voir s'il n'y a pas des solutions que vous pouvez mettre en place très très rapidement, parce que ça, je m'aperçois par expérience que on peut agir très vite et en fin de compte, dans ce qui est important, c'est qu'on peut agir très vite pour éviter de faire des erreurs d'approche d'un territoire, quoi. C'est là-dessus qu'on peut agir très très rapidement et là sans aucun coût supplémentaire pour éviter une mauvaise approche du territoire. Mais écoutez, merci à toutes et à tous. Bonne journée et je reste à votre écoute. N'hésitez pas. À très bientôt. Merci, au revoir.